Bonsoir, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur les réseaux sociaux, bienvenue à ce troisième débat organisé dans un cadre plus large qui est celui d'un site internet, un site de création documentaire et transmédia pour mieux comprendre les mondes qui viennent, un site inauguré à l'initiative du Centre Vidéo de Bruxelles. Alors très rapidement, c'est quoi nosfuturs.net, no avec un S, en un mot, futur avec un S. Si la crise que nous avons traversée a exacerbé le besoin de mobiliser d'autres imaginaires, le CVB, depuis longtemps déjà, porte des récits qui puissent parler à chacun de sa réalité, tout en permettant de se projeter, les pieds bien ancrés dans le sol, dans un futur plus engageant. Alors l'idée n'est pas de s'attacher à dépeindre un monde meilleur, qui viendra sans doute jamais, mais bien de se retrousser les manches pour mieux appréhender, dans une multitude de visions et de formats, nos possibles futurs. Alors, cette plateforme regroupe donc, c'est une sorte d'archipel de création audiovisuelle, des documentaires, des courts-métrages, des vidéos très courtes, des textes aussi, du podcast, avec chaque fois une thématique que nous allons essayer de développer sur 2 ans à chaque fois. La première de ces thématiques, c'est le travail qui vient, donc la question du travail, l'enjeu du travail qui, la pandémie toute récente a transformé considérablement ce travail, et donc il s'agit d'un enjeu important à questionner, à analyser, à découvrir, à se projeter dans l'avenir. Alors pour construire avec nous cet archipel de contenu, on a demandé à un certain nombre de partenaires d'organiser des débats, des rencontres autour et alentour de cet enjeu, de ce thème général du travail qui vient. On a déjà eu 2 débats. Le premier était autour de la précarisation des travailleurs des plateformes numériques. Le deuxième était autour de la numérisation de l'enseignement. La semaine prochaine, nous aurons les droits des travailleurs dans l'économie numérique. Ensuite, le télétravail. Ensuite, filmer le travail à l'heure de la distanciation. Alors aujourd'hui, culture et numérisation, de la recommandation à l'algorithme, bien la question du choix, de la liberté de choix quand on décide de s'intéresser à la culture. Alors le débat est organisé avec 3 partenaires, la revue politique, Scam Belgique et Tenk. Et donc la plateforme de documentaire Tenk. Et donc je vais donner la parole tout de suite à Thibaut Scoyer de la revue politique qui va animer ce débat et qui va vous présenter les 3 invités pour discuter, donc pour échanger autour de cette question. Bonne soirée, bon débat. Oui, bonsoir à toutes ceux et toutes celles qui nous suivent sur les réseaux. Donc bienvenue dans ce débat qui, comme on l'a dit, va être consacré à la numérisation de la culture et en particulier à la question des recommandations et de l'éditorialisation, c'est-à-dire la manière dont on va proposer des œuvres au public. Alors moi je m'appelle Thibaut Scoyer, donc je travaille à la revue politique. C'est un sujet qui nous a fort intéressé parce que notre numéro de septembre va traiter du travail culturel et des travailleuses et des travailleurs culturels. Or, le phénomène de numérisation et d'éditorialisation les impacte énormément puisqu'il crée de nouveaux rapports dans la production des œuvres, de nouveaux processus de rémunération et de nouveaux rapports de force au sein du secteur ou entre le secteur et l'extérieur. Voilà, je dois encore vous inviter à participer si vous le souhaitez en postant des commentaires à côté de la vidéo, commentaires on nous fera parvenir tout au long de la soirée, mais surtout à mon avis à la fin, et auxquels on essaiera de répondre. Je les soumettrai aux intervenants dans la mesure du possible. Et aussi que pendant le débat, on va voir 2 extraits d'un documentaire qui s'appelle À scène ouverte du collectif Extérieur Jour, qui traite lui plutôt de la question donc aussi de la numérisation, mais dans le secteur musical, qu'on va sans doute moins évoquer ce soir, mais ça permettra justement de faire des comparaisons, d'évoquer des situations artistiques qui sont un peu différentes et en même temps on
constate que la situation est quand même relativement la même. Donc voilà. Je suis ravi d'accueillir ce soir les intervenants que je vais rapidement présenter. Nous avons Madame Isabelle Ray, qui est cinéaste documentaire et membre du comité belge de la SCAM. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Eva Touran, responsable artistique de la plateforme Tank, qui est donc une plateforme de cinéma documentaire. Bonsoir à tous et à toutes. Et Renaud Mas, qui est chercheur en sciences sociales et président du comité belge de la SCAM également. Bonsoir. Donc voilà, je propose peut-être de commencer avec vous, Eva Touran. Donc Tank, pour replacer ça en quelques mots, donc c'est une plateforme qui s'est créée il y a 4-5 ans. Je dis peut-être une bêtise. Alors on va fêter nos 5 ans dans quelques semaines, puisqu'en fait on est né pendant l'été 2016 en France et on a tout de suite diffusé dans plusieurs pays francophones, puisqu'on était en Belgique, en Suisse, Luxembourg et France. Voilà. Donc dès 2016. Et vous avez une politique vis-à-vis de la recommandation, donc de la manière de proposer les films documentaires au public, qui est, on va dire, diamétralement opposée à celle des grandes plateformes commerciales, qu'on n'a pas besoin de citer, qui fonctionnent avec des algorithmes, donc avec des données qui sont utilisées pour fixer des profils d'utilisateurs et leur donner ce qu'ils voudraient avoir. Bon, évidemment, on peut remettre en question cette volonté. Et vous travaillez, je crois, d'une manière beaucoup plus centrée sur la programmation, et sur la programmation réfléchie, humaine, et aussi peut-être collective. Je vais vous laisser présenter peut-être. Oui, on va dire que c'est effectivement le projet de Tank est de proposer des films qu'on choisit. Et ça, c'est important. Je crois que l'abonné, chaque semaine, il y a 7 nouveaux films qui vont rester pendant 2 mois. Ils sont choisis par une vingtaine de programmateurs et programmatrices qui constituent le comité permanent de Tank. Et ils sont rejoints ponctuellement par des programmateurs et programmatrices invités. Et je crois qu'à Tank, c'est effectivement l'idée qu'on va voir des films qu'on ne voit pas ailleurs. Et c'est ce qui a constitué le point de départ et l'envie de créer cette plateforme. C'est se dire qu'à un moment, il y avait une diminution de la diversité. Ces films, on pouvait les voir certaines fois en festival, mais après, où est-ce qu'on pouvait les retrouver ? Certains sortent en salle, mais ont une exposition courte. Et encore, quand on n'habite pas Paris ou des grandes villes, c'est difficile d'en voir certains. Il reste peu de temps. Donc vraiment, on est à cet endroit-là, on est sur des films rares, mais des films aussi puissants. Et surtout, on va chercher des formes. C'est-à-dire qu'on croit à Tank que les films qu'on montre, c'est pas uniquement une thématique, c'est aussi et surtout la rencontre avec des regards sur notre monde. Et on a été nous-mêmes vraiment emportés par ce projet. Et au début, peu de gens y croyaient, il faut le dire, parce qu'ils nous ont dit vous êtes une plateforme de niche, les gens ne vont pas s'abonner, ne vont pas payer chaque mois pour ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours là 5 ans après et qu'au contraire, on propose quelque chose de différent et les gens viennent parce que c'est différent. Je crois qu'on a beaucoup misé sur le fait que les gens voulaient être rassurés, voulaient voir toujours la même chose. Et en fait, peut-être pas. Et nous, on est à cet endroit-là. Et donc, si je ne me trompe pas, encore une fois, vous réfléchissez toujours à la manière de développer ce rapport à la programmation. Vous avez un ensemble de programmateurs qui proposent des films, qui écrivent des avis, enfin des petites présentations à chaque fois, et qui peuvent en fait aussi être suivis, entre guillemets, leur ligne critique peut être suivie. Il me semble que vous avez aussi développé ce côté-là, et donc renforcer encore plus ce sentiment de conseil d'une personne à une autre, ou d'un collectif de personnes à un public. Je ne sais pas si vous voulez... En fait, c'est vrai que sur Tank, il y a à la fois un résumé, on a des informations comme ça qu'on peut retrouver partout, mais il y a aussi l'idée qu'on va dire pourquoi on programme ce film. On ne laisse pas l'abonné tout seul. Parce qu'à un moment, il est libre ou non de lire l'avis qu'on lui propose. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais après, nous, on amène ce pourquoi le programmateur ou la programmatrice a eu envie d'amener ce film. Et pour nous, c'est là où on est ailleurs. On est différent.
parce qu'on ne laisse pas l'abonné seul face à un objet culturel où il ne sait pas quoi faire. Après, encore une fois, les usages font qu'on ne sait pas si les gens lisent la vie en entier, s'ils le lisent après coup aussi, parce que peut-être on est perturbé par une forme, on ne comprend pas bien et on a envie de comprendre a posteriori. Et puis, on met aussi des compléments, des objets. Par exemple, on a un partenariat avec la SCAM où on met en ligne les dossiers des auteurs et des autrices pour découvrir ce qui a été le cheminement aussi du réalisateur ou de la réalisatrice, enfin des auteurs, pour arriver à cet objet final. Et je crois que ça aussi, on voit que notamment les abonnements dans les écoles d'art, dans les écoles de cinéma, continuent de se développer. Et il y a cette curiosité, en fait, cette appétence pour voir d'autres objets. Elle est là. Je voulais demander à Isabelle Ray aussi le point de vue des cinéastes, parce que donc vous programmez, on peut dire ça, mais quand on est cinéaste documentaire, comment est-ce qu'on vit entre guillemets le fait d'avoir des plateformes comme Tank qui sont donc plutôt axées sur une programmation bon, je vais pas dire réfléchi parce que même les algorithmes sont réfléchis, mais en tout cas, qu'il y a une véritable réflexion aussi éthique qui se trouve derrière, comparé à d'autres modèles où le documentaire déjà en lui-même n'a pas une place sans doute aussi importante, mais aussi par rapport à la télévision peut-être, puisque ça a été quand même le médium, que ce soit de financement ou d'accueil, le refuge du documentaire pendant longtemps. Mais je dirais un peu paradoxalement que malheureusement, Tank existe. Parce que, évidemment, je suis abonnée à Tank et je suis ravie que cette plateforme existe. Elle est vraiment nécessaire. Et comme disait Eva, c'est une niche, mais c'est une niche vraiment fondamentale. Malheureusement, parce que la mission de la télévision ou d'autres plateformes devrait être aussi de diffuser du documentaire et de le coproduire. Et ça devient de plus en plus difficile. Il faut bien le dire, il y a un formatage qui s'impose de plus en plus. Il y a des règles qui sont imposées aux créateurs et aux créatrices qui fait qu'on est de moins en moins libre de faire les films qu'on a envie de faire dans les télévisions. Et alors on ne parle pas des plateformes commerciales qui évidemment sont dans un langage qui n'est pas le nôtre, qui répond à des pratiques commerciales, et c'est pas du tout le but des documentaristes en règle générale. Donc heureusement que Tank existe, parce que Tank c'est une grande liberté pour nous, pour les cinéastes qui sont diffusés par Tank, d'avoir pendant 2 mois un film qui vit et qui est vu par un public large, qui sait qu'il peut aller trouver des pépites sur cette plateforme-là, des films différents, des films qui vont amener des mondes différents, des points de vue différents et beaucoup de subjectivité. Et c'est ça que je trouve aussi très très riche dans Tank et dans la façon qu'a Tank de programmer et de diffuser les films. C'est la subjectivité qui compte. C'est-à-dire qu'on a des programmateurs qui viennent choisir des films avec leur subjectivité et qui expliquent pourquoi ils les ont pris. Et voilà, en tant qu'utilisatrice, moi je vais voir en effet de temps en temps les avis avant, parfois après, parfois pas du tout. Parfois je me dis oh non, pas celui-là, mais voilà, je fais mon choix, parfois tout à fait au hasard, et parfois parce que quelqu'un va m'aiguiller aussi. Et voilà, je sais plus ou moins ce que je veux faire. J'ai pas besoin que quelqu'un de neutre, comme un algorithme, dise parce que vous avez vu ça, vous allez aimer ça. Non, ça, j'ai pas envie de voir de toute façon la même chose tout le temps. Et en tant qu'autrice, je n'ai pas envie non plus de réaliser la même chose tout le temps. Donc non, c'est ça la grande richesse, c'est que on a un regard qui doit s'ouvrir et qui doit aller à la rencontre de l'autre et avec notre subjectivité et face à d'autres subjectivités. Oui, j'ai l'impression que aussi, c'est pour parler d'expérience artistique ou en l'occurrence c'est cinéma, enfin audiovisuel, je ne trouve pas exactement le terme justement parce que on est dans un espace qui est un peu différent.
C'est quelque chose de vraiment intéressant, ce point, que ce soit avec Tank, mais aussi avec d'autres plateformes indépendantes, pourrait-on dire, donc qui sont un peu, qui vivent en parallèle ou avec des intentions complètement différentes des plateformes commerciales. C'est cette idée que le public ne veut pas forcément toujours la même chose et que le conformisme, entre guillemets, peut être dépassé par une expérience limite et par la confrontation avec une étrangeté ou quelque chose de totalement inconnu qui peut créer quelque chose, quoi, qui peut générer des sentiments peut-être pas toujours positifs d'ailleurs, parce que je pense que le cinéma a vocation à provoquer tout un tas de sentiments différents. Donc j'ai l'impression que c'est quand même aussi quelque chose qui était assez revendiqué dans Tank, cette idée de proposer des expériences artistiques différentes et radicalement différentes. Et de fait, si on s'en tenait aux plateformes commerciales, on n'aurait pas ce genre d'expérience parce que elles sortent justement d'un langage commercial. Et pour compléter ce qu'on est en train de dire aussi, je pense que dès la naissance de Tank, il y avait cette idée que justement on était à cet endroit-là, soutenir la diversité, aussi parce qu'on a, j'allais dire, une deuxième jambe du projet. Certes, la diffusion est première, hein, on est vraiment cette plateforme-là, mais aussi parce qu'on a un soutien à la création avec l'équipement dans nos bâtiments, dans le sud de la France, à Lussas, bien connu pour son festival. On a aussi des bancs de montage, on a de l'étalonnage, du mixage, bientôt un auditorium de cinéma dès la rentrée de l'automne prochain. Parce que l'idée, c'est vraiment aussi de se dire que les auteurs, les autrices, les producteurs, productrices ont besoin d'équipements et de faire leurs films et de continuer à faire ces films-là. En fait, on a envie qu'ils existent et donc on se situe aussi à cet endroit-là, s'inscrire dans une industrie. Je pense qu'on a des idéaux effectivement artistiques, mais on est très concret. Aujourd'hui, grâce au système de financement en France notamment, on a la possibilité de jouer un rôle, d'être un acteur et de devenir un diffuseur et d'exister. Et je pense que cette place, il faut qu'on la prenne à un moment. Si on ne décide pas de soutenir ces films, ils n'existeront pas. Donc après, on est très heureux si ces films sont achetés par, j'allais dire, des télévisions, des diffuseurs plus classiques. Mais nous, on a été le premier maillon qui a permis qu'un financement se monte et que ces films existent. Et d'ailleurs, on s'associe, on s'y trompe pas avec... Il y a Mediapart, par exemple, qui est un de nos partenaires depuis les débuts, qui est rentré dans un fonds de soutien comme ça à la création. Et on a déjà, il y a déjà 5 films qui ont été terminés par un appel à projet comme ça. Donc quelque part, je pense qu'on n'est pas du tout naïf sur ce qu'on fait. On va le chercher, on le défend et on se donne les moyens que ces films existent. On peut peut-être juste parler du partenariat que la SCAM a aussi avec Brouillon d'un rêve, qui est une bourse qui est donnée par la SCAM pour des documentaires de création et qui a un partenariat avec Tank. Donc il y a une partie des films qui ont reçu cette bourse qui sont diffusés sur Tank. Et donc c'est aussi une incitation à développer un langage différent. Donc c'est vraiment des documentaires d'auteurs et d'autrices qui sont choisis pour avoir cette bourse-là qui est donc donnée par la SCAM. J'allais rebondir sur les moyens, mais ça prend en compte évidemment ça aussi. Moyens de production et de rémunération, puisqu'on en revient à cette question qui est quand même fondamentale sur, oui effectivement, c'est de l'art, mais les travailleuses et les travailleurs de la culture doivent en vivre, essayer de bien en vivre si possible. Et on sait que justement les modes de financement des différentes plateformes, alors ça varie évidemment très fort d'un secteur à l'autre, mais elles ne sont pas, on va dire, elles n'ont pas été construites pour aider les artistes et les travailleuses travailleurs de la culture. Et donc je me tourne vers Renaud Mas à ce sujet-là, en tant que aussi président de la SCAM, donc qui représente les intérêts des artistes. Comment est-ce que, avec cette vague de numérisation, ces nouveaux modèles, ces nouveaux rapports de force, comme je disais au début, comment font les artistes, comment c'est vécu en fait cette transformation? Et alors je sais que c'est une question très 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 large. Et comment justement des plateformes comme Tank peuvent aussi contrebalancer, entre guillemets, on vient de parler à leur échelle, on vient de parler de production et d'être au centre d'un réseau comme ça d'acteurs et de pouvoir donner de la légitimité aussi aux créateurs. Donc voilà, comment aborder ce sujet-là? Mais donc, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que
la numérisation, c'est un autre problème que le modèle économique qui est sous-jacent aux plateformes. En fait, on le voit bien avec Tank, le choix du modèle économique est une question qui est finalement indépendante du support lui-même et des modes de diffusion. Et ce qu'il faut souligner, c'est que là où il y a une évolution qui est problématique à l'heure actuelle, c'est dans l'évolution du modèle économique des grands diffuseurs publics et privés historiques qui, historiquement, sont les diffuseurs du documentaire. Et donc, cette numérisation, c'est un prétexte. Faut vraiment insister là-dessus. Quand un grand diffuseur public met en place une plateforme, il pourrait s'appuyer sur l'expérience qu'il a, l'expérience historique des modes de rémunération classiques de la télévision. Ils font le choix de ne pas le faire. Ils font le choix d'opter pour des recommandations ciblées avec des algorithmes qui s'inspirent, par exemple Netflix ou autres plateformes similaires. Mais c'est un choix. Et c'est pas, le problème n'est pas la numérisation là-dedans. Le problème est bien celui du choix économique et du choix politique, en fait, qui est porté par ces opérateurs. Alors, par rapport à ça, évidemment, Tank, c'est super intéressant, à la fois parce que c'est un lieu qui permet de trouver un refuge, mais c'est aussi un lieu qui permet de dire le modèle que vous avez choisi, vous, grands opérateurs, il n'est pas inéluctable. En fait, numériser, ça ne veut pas forcément dire faire de la recommandation par segment, par ciblage. Et donc, je pense que c'est ça l'enjeu principal aujourd'hui, c'est de bien montrer qu'il y a des choix qui doivent s'opérer, qui se sont opérés, qui sont des choix politiques et qui mettent en péril de fait les rémunérations des autrices, des auteurs. Mais ce péril est lié vraiment à des options politiques et pas à la numérisation en elle-même. C'est une excuse ou une explication qu'on entend souvent, notamment venir du monde politique, qui est de dire que la numérisation, mais comme tout processus technologique d'évolution, en fait, n'est pas prévisible et que donc on peut pas mettre en place des politiques ou des réglementations à l'avance. Alors évidemment, là, la numérisation, ça fait quand même un moment qu'elle est en train de se faire. C'est pas un phénomène qui date du confinement et des mesures sanitaires, même si évidemment, la fermeture des lieux culturels un peu partout dans le monde et en Europe, forcément, ça a influé sur la puissance de la numérisation, enfin, son accélération, on pourrait dire. Mais donc voilà, c'est un argument qu'on entend souvent. J'ai l'impression que on peut aussi considérer le problème comme justement une volonté de ne pas faire. C'est ce que j'entends bien. Mais je pense qu'il faut bien pointer et vraiment insister là-dessus. Les plateformes qui ont été développées, et si on prend l'exemple belge, il est particulièrement criant parce qu'on a un opérateur public qui est très puissant, qui est le diffuseur historique du documentaire en Belgique et qui a une tradition aussi documentaire tout à fait exceptionnelle, avec un fond qui est incroyable, avec des grands noms du documentaire qui sont reconnus mondialement. Et cet opérateur a fait des choix de relégation du documentaire au travers de sa plateforme. Donc clairement, le documentaire, il n'est pas mis en évidence sur sa plateforme. Et en fait, la plateforme sert même aujourd'hui de dépôt pour ce qu'on ne peut pas diffuser sur les chaînes de télévision. Ça, c'est un modèle qui est le résultat d'une série de choix posés par cet opérateur. Si je peux vous interrompre une seconde, on parle donc bien de la RTBF et d'Ovio, mais comme ça, tout à fait. Pour ça, c'est clair pour tous ceux qui nous écoutent. Tout à fait, oui. Et donc la RTBF fait des choix là tout à fait clairs. Et ces choix sont dictés en amont par la volonté de répondre à des segments et de formater l'ensemble des contenus à des segments qui sont pensés en fait sur base d'une analyse d'audimat qui cible des publics en fait dans une perspective qui est une perspective de vente de contenu à des publicitaires. En fait, le but, c'est d'augmenter les recettes publicitaires d'un côté et d'un autre côté, de rentrer plus ou moins dans les missions qui ont été taillées dans le contrat de gestion, donc qui ont été dictées par les pouvoirs publics, mais de le faire avec une approche où on fait finalement très peu participer les publics et on pense pour les publics ce qu'ils veulent leur plaire. Et donc, on a des produits extrêmement formatés et qui infantilise les publics. C'est exactement l'inverse de ce que Tank fait, à savoir proposer des démarches, finalement en se souciant peu de ce
qui est la personne qui va venir le voir. Ce qui importe, c'est son intérêt. Ce qui importe, c'est que potentiellement, elle puisse découvrir des trucs. Mais on se soucie peu de savoir que c'est une personne de 18 ans qui est intéressée plutôt par les questions de diversité et qui a à la maison à la fois un smartphone et une tablette. Là, c'est pas du tout l'objet. C'est le choix, évidemment, de la RTBF de penser comme ça. Ouais, je pense que si on ne propose pas les contenus aux personnes et à des heures de diffusion visibles, on va dire, et pas tard le soir, personne ne les voit, évidemment. Quand on propose un documentaire en prime time sur une chaîne de télévision qui pourrait peut-être déranger un peu, qui n'est pas dans les normes, tout à coup on s'aperçoit que ça attire le public. Il y a le dernier film de Sébastien Lifshitz, Petite fille, qui est passé à une heure de grande écoute sur Arte, qui a été très très bien promu. Donc il y a eu une grosse campagne de promotion, radio, voilà, il y a eu vraiment, et il a attiré un public énorme, mais vraiment, pour un sujet qui n'était pas forcément facile. Et voilà, c'est vraiment l'exemple d'un film qui bon, Arte, normalement, est une chaîne qui diffuse du documentaire, qui a été à l'origine une chaîne qui a beaucoup aidé les documentaristes et qui a été vraiment l'initiatrice de beaucoup de démarches de documentaires. Ça change beaucoup maintenant, mais parfois il y a quand même un peu d'audace. Et cette audace-là, on la cherche dans d'autres chaînes et on la cherche à la RTBF de plus en plus. Et elle est de plus en plus rare, alors qu'à l'origine aussi, la RTBF a permis à des documentaristes de gagner un peu leur vie, de faire leur métier, de diffuser leurs films. Maintenant, c'est de plus en plus difficile. En effet, comme disait Renaud, on est de plus en plus soumis à des règles de formatage. Il y en a qui arrivent de plus en plus maintenant, où on nous dit par exemple qu'on ne veut plus de films qui seraient sous-titrés, ce qui est quand même un gros problème en documentaire. Et voilà, c'est un exemple. Et puis, on commence à voir nos films qui passent sur Ovio. Et on ne sait pas dans quelle mesure ils vont passer sur Ovio directement. Donc, quitter le linéaire pour aller sur Internet, ça pose une grosse question au niveau des droits d'auteur. Donc, en tant que documentariste, on est rémunéré pour notre travail de cinéaste. Donc, quand on est en travail de tournage, on va dire. Et puis, il y a une partie de notre rémunération qui vient aussi du fait que ces films sont diffusés. Donc, il y a un montant qui est attribué à chaque diffusion télévisée. Et ce montant-là n'est évidemment pas du tout le même sur Ovio, où pour le moment, c'est encore un flou un peu... voilà, comme c'est nouveau, on doit se pencher vraiment là-dessus parce que il n'y a pas vraiment de rémunération. C'est ridicule, en fait, on ne touche pas grand-chose. C'est la même chose pour toutes les autres plateformes. Quand un film est diffusé sur Arte, le cinéaste va toucher une certaine rémunération en droit d'auteur. Quand Arte diffuse sur sa chaîne YouTube, la rémunération descend terriblement. Et ce n'est pas une question du nombre de vues, puisque quand on est rémunéré à la télévision, on n'est pas rémunéré au nombre de vues. Ce n'est pas parce qu'on a eu 15 000 ou 150 000 spectateurs qu'on va être plus ou moins rémunéré. Tandis que sur les chaînes YouTube, etc., c'est conditionné aussi, en partie, parce que bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en partie à un certain nombre de vues. Juste voilà, par rapport à ce qui est en train de se dire, et je pense que c'est important de le préciser, je pense qu'effectivement, à une certaine époque, la télévision a joué un rôle de, on va dire, d'éducation, d'accompagnement des publics vers le documentaire. Que, en fait, effectivement, c'est des formes où il y a sans doute des portes d'entrée, des films, quand on voit le film de Lifshitz, c'est ça, c'est un sujet où c'est quelque chose qui anime la société aujourd'hui, et à un moment, ça va permettre de voir d'autres formes. Et à Tank, on croit beaucoup à ça, on se dit que comme ça, on peut avoir des portes d'entrée vers le documentaire, que ce soit des formes courtes, justement, très inventives au niveau de la forme, mais aussi on croit beaucoup aux abonnements chez les étudiants, chez les jeunes publics. C'est parce qu'on a vu du doc qu'on va en voir.
En fait, quelque part, c'est ça. C'est presque du service public. Alors, nous, on n'a pas vocation, normalement, puisqu'on est, on est une coopérative, donc on est de l'économie sociale et solidaire, mais on est vraiment attentif à ça. Quelque part, on se dit qu'un étudiant qui soit, par exemple, à FEMIS est abonné, mais à la aide en Suisse ou à d'autres écoles en Belgique, on se dit c'est parce qu'il a vu des documentaires dans son cursus de cinéma qui va avoir cette curiosité, qui va en faire, et puis qui va continuer à se nourrir. Et aussi, c'est pour ça qu'on passe des grands auteurs, parce qu'on pense que ils sont pas forcément exposés aujourd'hui, et que où est-ce qu'on peut les voir. Et on a été très surpris au fur et à mesure qu'on diffusait les films, que ce soit les ayants droit qui nous disent est-ce qu'on pourrait pas les avoir en location. On n'y avait même pas pensé, nous, au départ. On a eu cette demande de cette location de rattrapage, quelque part, et on est en train de devenir une sorte de cinémathèque du documentaire aujourd'hui. Donc, on est en train de réfléchir à l'évolution de notre plateforme pour que, courant de l'été, on ait ce qu'on appelle une V2, maintenant, une deuxième version de notre site, qui mettra mieux en avant, justement, ce catalogue qu'on a développé. Aujourd'hui, on a plus de 900 films en location possible sur Tunk. Et donc, c'est des choses comme ça où nous-mêmes, on est surpris par le fait que ça progresse. Chaque mois, les gens louent du documentaire. Et donc, il y a aussi un modèle économique. Mais c'est parce qu'on va chercher, on accompagne et on parle des films. Parce qu'il n'y a que ça de vrai, en fait. Non, je sens l'enthousiasme et c'est effectivement ce qu'on ressent en tant qu'utilisateur de Tunk. Mais je voulais revenir un petit peu sur la question notamment de la RTBF, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas que spécifique à la Belgique, et que si on allait regarder du côté de Salto en France et d'autres initiatives comme ça, on verrait un peu la même chose. Que, comme disait Renaud Mas tout à l'heure, il y a une question de volonté politique. Et quand on voit ce que vous dites sur le changement de statut des films documentaires entre la diffusion télé et la diffusion sur une plateforme, alors qu'en réalité, le statut du film, puisqu'on ne le rémunérait pas au nombre de spectateurs ou au nombre à l'audience, en fait, n'a pas vraiment changé. Or, il y a clairement une volonté de... dites-moi encore une fois si je dis une bêtise, de moins financer. On a l'impression le monde documentaire, et en fait je dirais de manière générale les créations d'auteurs, et de rester dans une logique beaucoup plus commerciale. Et donc ma question, qui s'adresse à tout le monde, je me tourne d'abord vers vous, c'est quelle proposition politique on doit faire pour faire changer ça, pour créer un rapport de force qui pourrait permettre de maintenir certaines règles ou d'en créer de nouvelles pour protéger les travailleuses et les travailleurs de la culture, non seulement les artistes, mais enfin quand on pense à un film, il y a énormément de gens qui sont impliqués dans sa création, donc j'essaie vraiment d'impliquer tout le monde. Qu'est-ce qu'on doit faire politiquement à ce niveau-là ? Rappeler à la RTBF qu'elle a une mission, et que la mission, c'est aussi d'aider les créateurs et les créatrices belges, et que ces créateurs et créatrices sont financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, que la RTBF est financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et qu'il y a un partenariat qui doit se créer. Et donc, c'est valable à la fois pour la télévision, c'est aussi valable pour la radio. Donc, c'est important, je pense, de revoir ça et d'être très vigilant sur quelle est la mission de la RTBF, et de bien préciser que dans cette mission-là, il y a le fait qu'il y a des créateurs en Belgique, et que la RTBF est là pour les aider et pour les mettre en valeur aussi. Qu'elle a un rôle de service public, comme le disait... Un rôle de service public, voilà. Mais pour rebondir là-dessus, il y a un truc qui est important, c'est que souvent on croit que c'est les publics qui créent les segments, mais en fait la segmentation crée les publics. Le grand problème, c'est que en fait, par ces choix qu'elle opère, la RTBF est aussi en train d'appauvrir le public qui la regarde, et d'habituer le public à ne plus regarder du documentaire. Or là, il y a un enjeu important pour un service public, c'est qu'il est censé aussi participer à l'éducation permanente de l'ensemble de la population, de l'ensemble des spectateurs qui regardent ces programmes. Et là, il y a clairement un souci. Et il y a une responsabilité politique
évidente. Il y a un conseil d'administration qui est censé vérifier que cette chaîne remplit ses obligations, ses missions d'éducation permanente, d'information générale du public, de formation du public. La RTBF est censée notamment contribuer à la cohésion sociale, au vivre ensemble, etc., ce qui nécessite d'ouvrir à des mondes autres. Et bien là, vraiment, il y a un enjeu à ce qu'il y ait un rappel rapide et qu'on rediscute de cases accessibles pour du documentaire, avec cette idée que fondamentalement, plus on va mettre de documentaires en avant, c'est ce qu'Eva disait tout à l'heure, plus les gens vont aussi aller le regarder, parce qu'il y a une curiosité qu'on suscite, quoi. Et c'est vraiment important de rappeler ça. Le média crée son public aussi. Et donc, il y a une vraie responsabilité à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un autre élément qui est important et qu'il faut pointer, c'est que les pouvoirs publics ont en fait beaucoup de clés pour agir sur à la fois la télévision publique, mais même sur les chaînes privées. Ils ont des outils via la régulation de la publicité, via l'imposition de quotas qui est tout à fait autorisée même par rapport au droit européen. Et donc là, on peut attendre aussi que la communauté française développe une vraie proactivité. Il y a une série de directives qui est européenne par rapport à la possibilité de mettre en évidence une création locale, une création d'artistes, etc., qui existe. Jusqu'à présent, la communauté française fait partie des pays, puisque pour ces questions-là, c'est comme un pays, qui a le plus de retard. Et donc, et qui a le moins d'ambition. La France est bien en avance. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment des enjeux très concrets. Justement, merci pour cette transition. Je propose qu'on écoute très rapidement le premier extrait donc, du film À scène ouverte du collectif Extérieur Jour, qui parle justement de, on va dire, de comment une personne qui crée une musique est financée par les plateformes, et donc de la différence qu'il y a notamment avec l'espèce de dérégulation en fait de sa rémunération. Donc si on peut mettre l'extrait numéro 1, ce serait parfait. Je ne sais pas exactement combien je touche par streaming, mais je crois que c'est 0,001 ou 3, ou en tout cas il y a au moins un zéro après la virgule, ce qui fait quand même pas grand-chose quand on se dit que c'est un métier et que c'est avec ce métier qu'on doit vivre. Et du coup, rebonjour, rebonsoir. Donc pardon, je vois que tu voulais réagir. Ça me semblait intéressant de mettre ce petit extrait pour avoir un peu le ressenti aussi des artistes qui se retrouvent dans une situation où leur rémunération est en fait à un niveau d'aléatoire, notamment lié à l'utilisation des algorithmes, qui est assez folle, avec des échelles qui peuvent être pour une diffusion radio, on va dire d'une échelle de 1, qui va à des échelles de 1000, de 10 000, de 100 000 sur des plateformes, tellement on va dire le comptage de leur vue et de leur audience prend un poids démesuré en fait dans cette rémunération. Et donc pardon, Isabelle Ray, vous vouliez intervenir. Je voulais intervenir sur autre chose, mais je vais peut-être rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que tout ce qui est diffusion numérique est arrivé assez vite, et donc les sociétés de droits d'auteur ont réagi. Maintenant, les youtubeurs peuvent être membres de la SCAM ou de la SCCD en fonction de leur registre, mais il y a énormément de choses à faire, et on sait qu'il y a vraiment de gros problèmes de rémunération, parce que Internet permet une diffusion. Les gens relaient, etc., ne se rendent pas compte qu'ils copient des œuvres, et que voilà, il y a une œuvre à la base, et que cette œuvre-là, elle est diffusée, on ne sait pas très bien, il n'y a pas vraiment de contrôle. Donc ça, c'est une chose. Et c'est vrai que pendant le confinement de l'année dernière, beaucoup de gens ont utilisé les plateformes ou Internet de toute façon pour s'exprimer, parce qu'il n'y avait plus moyen en tant qu'artiste de s'exprimer d'une autre manière, puisqu'on était coupé des scènes et tout. Donc énormément de musiciens ont mis leur musique en ligne, des comédiens. Enfin, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui étaient extrêmement réjouissantes, mais qui a en plus ouvert une espèce de possibilité. Voilà, l'art c'est gratuit. C'est devenu un peu normal, comme ça. C'est normal, les artistes s'expriment, on ne sait pas comment ils vivent. Ils ont un peu droit au chômage, donc ça va, pour certains, parce que voilà. Mais pour le reste, non. Savoir que c'est
quelque chose qui doit être rétribué, c'était pas normal, voilà. Et je me retourne vers Eva Touron à ce sujet-là, parce que ça aussi, c'est pas évident j'imagine, quand vous avez fondé Tank, la question de la rémunération des artistes a dû se poser, et de la même manière, en fait, le fait d'avoir un système par abonnement, ce qui à l'époque était encore, on va dire, c'est toujours très ambitieux, mais les modèles comme ça n'avaient pas encore. Je parle sous votre contrôle, mais n'avait pas encore eu de grand succès. Mediapart, qui est aussi un de vos partenaires, a aussi mis très longtemps à arriver à un équilibre et à consolider complètement ce modèle totalement en abonnement et qui rejette la publicité. Donc voilà, peut-être parler un petit peu de l'approche que vous avez eue quand vous avez fondé la plateforme, et aussi maintenant. En fait, très rapidement, par rapport à... tout de suite, dès la fondation Tunk, c'était l'idée qu'on allait rémunérer les auteurs et les ayants droit. En tout cas, pour nous, c'était important qu'on ne se base pas sur le nombre de clics, mais en fait, on est sur une logique de forfait, en fait. Et ça a été mis en place dès le début de Tunk. Parce qu'on s'est dit que ce soit un film un peu plus gros, entre guillemets, qui a une plus grande visibilité et qui va générer comme ça plus de vues, ça nous semblait contre-productif et donner un mauvais signal à ce qu'on était aussi. Et donc globalement, on n'a jamais de proportionnalité au nombre de vues. C'est négocié en amont avec les diffuseurs. Après, je pense qu'on se situe sur un autre modèle économique. On peut pas dire que c'est nous qu'allons faire vivre entre guillemets les auteurs, ce serait mentir. Par contre, il faut dire que la moitié de notre budget va, en tout cas dans les débuts de Tunk, aller entièrement aux auteurs. Et donc ça veut bien dire qu'on réfléchit à une offre légale. Et je crois que ça, les gens aussi peuvent le comprendre. C'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on appuie. C'est-à-dire que les films que vous regardez, les films ont été payés. Certes, pas au niveau de la RTBF, on ne peut pas jouer dans la même cour et on ne va pas se mentir. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui va circuler sur les plateformes de téléchargement. On sait que des contrats ont été signés, que le distributeur se rémunère, qu'on espère en bout de chaîne, les auteurs et autrices aussi seront rémunérés. Et en fait, c'est ça, inventer un modèle économique. C'est penser à ça. C'est pas uniquement être sur du gratuit. Et pour ça, je pense que les indépendants, comme vous disiez tout à l'heure, doivent continuer à exister, se fédérer et peut-être réfléchir à pas seulement des grands champions nationaux ou internationaux. Je pense qu'il y a une tentation, on parlait de nos décideurs, qui sont uniquement sur avoir des grandes plateformes nationales ou internationales, transeuropéennes, comme ça, qui vont porter la culture. Je pense qu'il serait vraiment important de réfléchir à, comme ça, l'importance d'avoir des indépendants pour que cette diversité continue d'exister. Parce que si on soutient un champion, on voit ce que ça donne avec Netflix. À un moment, effectivement, la boîte noire de l'algorithme de Netflix va orienter le type de films qui sont produits, et donc la diversité s'appauvrit. Et donc je pense qu'il y a en tout cas une pensée qui doit être à cet endroit-là, et on ne peut pas se cacher en disant il faut une rentabilité, il faut respecter ces algorithmes, il faut être dans l'efficience totale. Je pense qu'effectivement il y a une dimension politique aujourd'hui à dire que les plateformes indépendantes jouent un rôle et doivent continuer à le jouer, et peut-être elles doivent se regrouper entre elles pour se soutenir, mais en tout cas il y a un vrai enjeu là-dessus. Je vous propose d'écouter le deuxième extrait du film À scène ouverte sur cette fois-ci cette question de la gratuité et du fait que pendant le confinement, on a eu cette injonction. Enfin, il y a toujours eu une culture de la gratuité sur Internet. C'est quelque chose qui existe depuis qu'on peut échanger des données de manière anonyme, et en tout cas voilà, hors du cadre légal fixe et du contrôle de l'État. Mais on a eu vraiment pendant cette crise une injonction, notamment des responsables politiques vis-à-vis des artistes, des créateurs, des auteurs, qui a été de dire oui, vous n'avez plus de lieu culturel, mais vous avez Internet. Donc allez-y, créez.
comme si cet acte de création était un acte, encore une fois, comme vous le disiez, gratuit, qui ne s'inscrivait pas aussi comme un travail, en fait, quelque chose qui doit être rémunéré. Donc je propose de passer l'extrait numéro 2 à ce sujet. Bref, j'allais plus loin. Moi, j'ai du mal à visualiser ce qui va vraiment se passer dans le futur à tous les niveaux. Et j'ai très peur, en fait, des séquelles qui vont rester... d'une part humainement avec le confinement, oui, au niveau de la numérisation musicale, au niveau des concerts, les gens prennent très vite, moi j'ai été impressionnée de voir à quel point les gens prennent des habitudes sans les remettre en question. Moi je suis très inquiète pour le futur et je ne suis pas très optimiste, enfin, j'ai vraiment peur que des choses comme ça s'installent et que ça devienne presque de la résistance de faire de la culture de réflexion, quoi. Encore une fois. Donc voilà, dans cet extrait, on a pu entendre un désarroi, une forme de désarroi et même peut-être de panique dans certains milieux culturels sur cette évolution qui peut paraître inéluctable, d'autant plus après la période qu'on vient de vivre. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question de la conjoncture. Parce que justement, là, actuellement en Belgique, il y a des discussions très importantes sur le statut de l'artiste, mais en fait, de manière plus générale, sur la rémunération dans le monde culturel. Donc, paradoxalement, le fait que le monde culturel ait été confiné a poussé aussi les gens à réclamer des solutions à des problèmes qui étaient déjà présents, mais qui se sont exacerbés et qui sont devenus extrêmement difficiles à vivre. Et donc voilà, je voulais voir avec vous, est-ce que cette conjoncture, elle est positive, dans le sens où elle va peut-être permettre à la création de fédérations, de mouvements plus fédératifs, ou est-ce que, ou non est-ce qu'on peut avoir des pistes, est-ce qu'il y a un élan, peut-être quelque chose qui se construit en ce moment, ou est-ce que, et je me tourne vers Renaud Mas. Mais donc, je pense que la crise qu'on vient de traverser a de fait permis de visibiliser des réalités, de la rendre vraiment visible. Bon, maintenant, cette crise, elle était connue des pouvoirs publics. On ne peut pas dire que la situation des artistes a été découverte par les pouvoirs publics aujourd'hui à cause de la crise du Covid. C'est un problème dont on parle énormément depuis fort longtemps. Ce qui s'est passé, c'est juste là, il y a des gens, ils n'ont plus su comment bouffer concrètement. Et donc, on a des gens qui n'ont pas eu d'autre choix que de se manifester parce que lorsqu'on n'est pas au statut d'artiste, qui est déjà une dérogation sur un régime de chômage, enfin, faut rappeler de quoi on parle, une série de personnes se sont retrouvées avec vraiment plus rien, quoi. Et donc, voilà, à partir de là, il faut bien qu'ils bougent, qu'ils disent qu'ils sont là pour se démerder. Et en fait, c'est ça qu'on a vu là maintenant, et c'est ça qui devient impossible de nier. Il y a une précarité terrible dans le secteur artistique et culturel en Belgique. Alors face à ça, je pense que la réponse politique vers laquelle on va, qui est un aménagement du statut d'artiste, de ce fameux statut d'artiste qui est un aménagement à la marge, qui va être une ouverture, ce sera un petit mieux, ce sera potentiellement une amélioration de la situation pour toute une série de personnes qui étaient proches de ce statut mais n'ont pas pu l'avoir, ou qui sont dans ce statut et ont des problèmes pour le renouveler, etc. Mais ce sera loin de résoudre le problème structurel de la rémunération. Résoudre le problème structurel de la rémunération, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, rémunérer tout le travail artistique. À un moment, les opérateurs publics, là, ont une responsabilité énorme de rémunérer, par exemple, le travail de prospection en amont d'un film, de rémunérer tout ce qui est la promotion d'un film. Et on voit à ce niveau-là que même lorsqu'ils agissent comme opérateurs, les pouvoirs publics déconnent complètement sur ces rémunérations-là. Donc, par exemple, la Communauté française donne des bourses qui sont défiscalisées, qui tiennent jamais en compte complètement tout le travail qu'il y a en amont de la création d'un documentaire et tout le travail qu'il y a en aval, ou alors de manière en fait qui est que très parcellaire. Et donc là, il y a vraiment un enjeu énorme. Et cet enjeu-là, il n'est pas sur la table des débats politiques aujourd'hui, ou de manière très anecdotique, parce qu'en fait le problème, c'est que
ce que ça soulève, c'est qu'à un moment, il va falloir refinancer le secteur culturel pour pouvoir réellement rémunérer les artistes. Et ça, c'est un enjeu de société réel, bien plus que la question du statut et des amendements qui seront indispensables parce que ça va changer le quotidien et que des gens qui ne savaient pas comment bouffer hier pourront bouffer demain, peut-être, si le rapport de force se maintient et qu'on arrive à avoir un vote à la Chambre qui n'est toujours pas acquis. Mais donc, voilà, je pense qu'il faut quand même souligner que l'enjeu fondamental d'un refinancement structurel de la culture et donc aussi d'un comportement irréprochable des pouvoirs publics lorsqu'ils agissent comme opérateurs, cet enjeu-là, il n'est pas encore sur la table et je pense que c'est vraiment une urgence d'aller jusque-là et on n'y est pas, clairement. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce propos-là. Bon, je sais que c'est du coup, on a pris des exemples très belgo-belges. Non, mais moi, c'était plus pour élargir un petit peu ce qu'on était en train de dire autour de cette logique de rémunération et de gratuité sur Internet. Je pense qu'on tourne autour de cette question. C'est qu'à un moment, est-ce qu'on va payer pour voir des films d'auteurs ou en tout cas pour soutenir cette création? Et je pense qu'il y a effectivement quelque chose, une conscience ou quelque chose à penser à cet endroit-là et qui est de l'ordre de l'impensé, comme ça l'est avec l'agriculture, par exemple. Est-ce qu'on va payer le lait, la nourriture qu'on mange au juste prix? Je pense que c'est de cet ordre-là, en fait. C'est qu'il y a un besoin de mettre la conscience et qu'à un moment, quand on s'abonne à Tunk ou à d'autres plateformes comme ça, c'est se dire, est-ce qu'on n'est pas dans une démarche communautaire aussi? On a parlé de recommandations éditoriales tout à l'heure très fortes et je pense que nous on réfléchit aussi à se dire en fait on va l'inventer ce modèle aussi en disant on est une communauté et il y a des gens qui se regroupent en AMAP, en association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Est-ce qu'on se regrouperait pas à notre petite échelle dans un premier temps et on l'espère plus grandement après pour dire qu'on veut voir ces films-là et on a envie qu'ils existent. Et donc sur Tunk, on réfléchit pareil toujours dans notre évolution pour la suite, de se dire nos abonnés seront aussi notre première recommandation. Parce que je vais parler des films que je vois et je vais en parler à ma voisine, je vais en parler à mon fils, je vais en parler à mon frère et à un moment c'est comme ça que je vais leur dire tiens regarde ce film, je pense qu'il va te parler et il va te parler d'un autre monde et c'est pas utopique. Je pense qu'il y a un besoin et qu'on sous-estime totalement, c'est-à-dire que je pense que les gens sont pas dupes du fait que payer les choses, c'est aussi une façon de les soutenir. Donc c'est peut-être pas majoritaire, on essaie de nous faire croire toujours par des boîtes noires et des algorithmes que les gens ne veulent plus payer ou les gens... mais en fait, c'est qui les gens derrière ? Et je pense que c'est ça, c'est remettre des individualités, remettre une pensée derrière nos actes. Et quelque part, on consomme responsable certains produits, on achète du commerce équitable notre café. Pourquoi on n'aurait pas aussi cette logique sur la culture ? C'est quelque chose qui se pense. Et s'il n'y a pas de pensée, on n'aura qu'une boîte noire Netflix et c'est tout, quoi. Je vais rebondir sur la pensée parce que c'est là-dessus que je voulais rebondir tout à l'heure. Je pense que c'est très important justement d'ouvrir le champ. Et donc, si on est dans un supermarché et qu'à force on nous propose que des bananes, on va manger que des bananes. Mais là, on a une richesse énorme dans les supermarchés. On découvre des nourritures qui viennent de partout, de plus en plus. Et donc, on a des goûts qui se diversifient. Et ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si la télévision ne propose plus qu'une sorte de programme, ben, les gens vont rester à regarder une sorte de programme. Et qu'est-ce que ça provoque ensuite ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pensée. Donc, on arrive à avoir après des débats qui sont extrêmement rétrécis, avec des gens qui prennent des positions extrémistes. Parce qu'ils vont suivre comme des moutons des choses qui sont dites d'une manière un peu assénée, on va dire. Et on arrive à ce qui se passe maintenant, avec un manque de pensée. On absorbe, mais on ne pense plus. Et je pense que la diversité d'un programme et la richesse d'avoir des regards singuliers que les auteurs proposent, ça ouvre à des mondes et ça ouvre à de la pensée.
il y a un truc qui est particulier et que Tank met super fort en avant, c'est l'analyse par les réalisateurs de leur propre démarche. Et c'est quelque chose qui est un enjeu super intéressant parce qu'en fait, donner les grilles qui permettent de comprendre le regard, faire un peu une analyse méta, qu'est-ce qui se passe quand on fait un cadrage, qu'est-ce qui se passe quand on découpe, toute cette analyse des médias, du rapport à l'audiovisuel, tout ce travail en fait sur ce qui est produit, tout ça manque de plus en plus dans les programmations type audiovisuel public, mais manque absolument chez Netflix. Netflix, c'est un produit qui veut pas que le spectateur se mette à se dire, mais dans le fond, comment ça a été fabriqué et qu'est-ce qu'on va me dire au travers de ça. Parce que dès qu'il va se permettre de réfléchir, il va sortir de la logique de l'algorithme, il va sortir de la logique de la recommandation automatique, il va sortir des formats. Il y a un vrai enjeu énorme qui est comment est-ce qu'on peut décaler le regard et réfléchir à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on est en train de voir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort dans le documentaire de création et qu'il faut pouvoir mettre en valeur. Et c'est une richesse à préserver. Je veux parler d'un labo qui est en train de nous étudier. On a le laboratoire de Visu qui est basé dans le nord de la France, plusieurs chercheurs qui sont en train d'essayer de comprendre justement comment on recommande, qu'est-ce qui se passe, de nous accompagner aussi pour qu'on mette de la pensée là-dessus. Et justement, ils sont en train de travailler à un algorithme, non pas justement cette fameuse boîte noire, mais bien sur les procédés filmiques. Et c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que en fait, c'est donné à penser comment sont faits les films. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux gens, vous avez aimé ça ? On va vous donner la même chose et surtout, ne sortez pas de vos ornières ou ne sortez pas des rails sur lesquels vous êtes. Là, ce serait exactement le contraire. Ils sont en train de réfléchir à dire, mais est-ce qu'on n'expliquerait pas ou on ne donnerait pas plus de clés pour que les personnes comprennent justement ce qu'ils sont en train de voir. Et on renverse complètement ce qu'est un algorithme. Alors, je ne sais pas du tout si on l'appliquera, puisque là, c'est de la recherche publique. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans une efficience. On ne sait pas si on l'appliquera. Mais pour nous, c'est extrêmement stimulant, parce que ça nous oblige même à se poser la question comment, en fait, qu'est-ce que c'est ? Et c'est presque une aporie, en fait. C'est-à-dire que c'est presque se poser la question de dire qu'est-ce qu'une forme de documentaire d'auteur ? Eh ben, c'est sans fin. On a deux jeunes femmes qui sont spécialisées justement dans les thésaurus, qui nous accompagnent, qui font des entrées, et elles disent on est obligé de simplifier, et on dit bah oui, en fait la création c'est ça. C'est des portes qui s'ouvrent, c'est pas des portes qui se ferment. Et on est très heureux que, en fait, elles arrivent à cette conclusion que forcément mettre des catégories, mettre des cases, c'est forcément simplifier, et que le vrai acte de création, c'est celui qui se libère des cases. Le vrai acte de programmation, ça va être celui qui permet de découvrir ces créations. Mais c'est vraiment intéressant. On va tout doucement conclure ce débat, mais c'est vraiment intéressant qu'on ait évoqué ces différentes pistes, que ce soit des formes d'algorithmes qui ont été construits d'une manière justement à proposer une démarche qui soit pas conformiste, qui soit pas simplifiante, ou le fait de beaucoup plus impliquer une communauté de cinéastes, mais de cinéphiles déjà dans la programmation, en fait, dans une programmation collective, aussi d'une politique publique de la diversité culturelle. Tout ça, c'est aussi intéressant d'avoir ces pistes pour penser un rapport à la numérisation, justement, pas comme étant un rapport négatif, un rapport de défiance immédiat, mais au contraire un rapport de possibilité et donner un peu d'espoir, effectivement, aux gens qui travaillent dans ce milieu et qui ont envie de continuer à travailler dans ce milieu, aux gens qui créent dans ce milieu, qui veulent continuer à créer dans ce milieu. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore peut-être un mot, quelque chose. Juste, oui, pour vous, on est tous différents. Donc, les gens qui créent sont différents. On a tous des envies différentes de s'exprimer. Les gens qui reçoivent sont tous différents. Et c'est ça qui est extrêmement important. Je pense que
Il y a très longtemps, il y a quelques années, on parlait du profil type du public à la télévision. C'était la soi-disant ménagère de 50 ans. Personne ne savait qui était cette ménagère qui n'existait pas. Maintenant, on essaie de calquer un public, ça s'appelle le public. Le public n'existe pas. Les algorithmes définissent un public qui n'existe pas. Il y a des spectateurs et des spectatrices qui sont tous uniques. Et tous vont aller chercher quelque chose de différent. Et c'est ça qu'il faut que la télévision continue d'offrir et que les plateformes devraient continuer à offrir aussi. Ou alors avoir suffisamment de plateformes différentes pour qu'on puisse avoir un choix étendu. Mais voilà, c'est juste pour parler de différence et de singularité. Et on n'est certainement pas un ensemble mou de choses un peu... Voilà, on ne sait plus trop ce que c'est, à vrai dire. Si vous voulez aussi un petit mot de la fin. Moi, je pense que ce sur quoi il faut aussi insister, c'est que pourquoi est-ce que les pouvoirs publics devraient avoir un rôle à jouer dans l'histoire? Parce que finalement, s'il y avait plein de plateformes comme Tank, on pourrait naviguer de l'une à l'autre. Où serait le problème? Est-ce qu'on a besoin des pouvoirs publics? Je pense qu'il faut insister sur deux missions fondamentales. La première, c'est celle qui est la mission d'éducation permanente, d'éducation aussi dès le plus jeune âge. Et la deuxième, c'est la démocratisation culturelle. Alors ça devient un grand mot aujourd'hui, mais il faut quand même souligner ce qui permet d'avoir accès à un large catalogue, c'est d'avoir les moyens. Et là, il y a un vrai enjeu que les pouvoirs publics mettent des moyens pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Et pas juste les gens qui ont la capacité de multiplier les abonnements. Et donc là, il y a un vrai enjeu important aujourd'hui. Il ne suffit pas que Tank existe, il faut que les gens puissent s'abonner à Tank. Et il faut que beaucoup de gens puissent s'abonner à Tank. C'est un bon mot de fin. Écoutez, merci beaucoup à vous trois pour ce débat, ces échanges et vos interventions. Merci beaucoup à nosfuturs.net, au CVB, à Point Culture qui nous accueille ici et aux techniciens qui ont organisé aussi ce débat. Je dois encore vous informer d'une petite chose, c'est que le prochain débat aura lieu le mardi 1er juin autour du sujet travailleurs et travailleuses de plateforme, la lutte pour les droits dans l'économie numérique, qui est co-organisé par Econosphère et le Gréséa. Donc voilà, c'est le prochain rendez-vous de ce cycle sur la numérisation. Et vous pourrez retrouver cet échange dès demain ou après-demain sur nosfuturs.net. Donc voilà, merci d'avoir écouté, d'avoir été là et une très bonne soirée à tout le monde. Merci à vous. Merci.